Pierre Mugisha, 71e à la région. Vous êtes journaliste sportif, vous avez été journaliste sportif, conseiller communal et député bruxellois dans cette législature finissante. Vous avez siégé à deux niveaux dans deux parlements, au niveau communautaire et au niveau de la région bruxelloise. Qu'est-ce que vous avez apporté aux Bruxellois? Quel a été votre bilan? Sur quoi peut-on tabler pour vous jauger? Alors le bilan, bonjour à tous et à toutes et à tous. D'abord, le bilan, effectivement, après ces années de journalisme, d'observateur, j'ai agi plus dans des choses concrètes qui touchent le quotidien des citoyens. J'ai siégé dans les commissions affaires sociales et santé au Parlement bruxellois, donc bicommunautaire et COCOF. Et là, j'ai eu l'occasion de traiter des sujets aussi importants que la lutte contre la pauvreté, la précarité, tout ce que l'on peut faire, activer comme levier pour diminuer les difficultés des personnes, que ce soit en termes de logement, en termes d'emploi, etc. Tout est lié, évidemment. Nous avons fait les midis de la pauvreté. J'ai eu l'occasion de diriger ces rencontres avec des associations, les citoyens, et on est arrivé à des conclusions et qui ont permis d'alimenter les débats parlementaires. D'autre part, j'ai été très actif dans l'élaboration, la discussion en commission du parcours d'accueil primo-arrivant, qui sera bientôt mis en place en région bruxelloise par la COCOF. Il s'agit bien sûr de faire en sorte que les personnes qui arrivent sur le territoire bruxellois des quatre coins du monde puissent bénéficier d'un soutien, d'une guidance pour l'emploi, pour la formation éventuellement, pour la connaissance ou l'apprentissage donc des langues. Et tout ça, c'était important que l'on puisse le développer à Bruxelles. Ça existait déjà en Flandre, mais pas encore à Bruxelles. Et pour information, ça va se développer également en Wallonie. Alors en santé, très important aussi, tout ce qu'on connaît comme inégalité de santé, d'accès à la santé, aussi tout ce qui est sensibilisation par rapport à certaines maladies, donc certains fléaux comme le cancer. Je pense qu'il y a une couche de la population ici à Bruxelles qui n'est pas toujours informée ou sensibilisée comme elle devrait l'être, et donc c'est important que nous, le politique, on puisse être là pour le faire. J'ai aussi beaucoup interpellé dans tout ce qui concernait l'importance du soutien d'aide à domicile, de maintien à domicile. Donc pour ça passe par évidemment une plus grande prise en charge des personnes avec soutien au niveau de ce qui est soins infirmiers, de ce qui est personnel soignant dans toutes les composantes, je dirais, du corps médical et paramédical. Et donc c'était vraiment important pour moi de pouvoir être actif dans des domaines qui touchent vraiment tout le monde et qui, je trouve, ici à Bruxelles, méritent particulièrement beaucoup d'attention. Alors en parallèle de ça, j'ai été actif à la communauté française. La communauté française, ce sont des matières personnalisables comme l'enseignement, la culture, le sport, etc. Moi, j'ai travaillé plus en ce qui concernait les matières sport et jeunesse et aide à la jeunesse. Quelques exemples là, pour le sport. Mais pour le sport, très actif dans ce qui concerne la lutte pour l'éthique, le fair play dans le sport, pour un meilleur équilibre dans les subsides entre Bruxelles et la Wallonie. J'ai toujours trouvé que la Bruxelles était sous-aidée, sous-financée. Donc nous avons eu la chance d'avoir le ministre des Sports dans mon parti pendant 5 ans. Et donc j'étais en ligne directe avec lui pour faire en sorte justement que davantage de soutien puisse être apporté aux clubs, aux associations, aux particuliers aussi. Alors j'ai soutenu beaucoup de projets grâce à ce lien avec le ministère des Sports, mais le ministre des Sports, bien entendu, a agi en totale indépendance. Il a fait pour un tas de personnes de toute couleur politique que ce soit. Donc, je veux dire, il n'y a évidemment pas de problème à ce niveau-là. Autre exemple, peut-être très concret, c'est tout ce qui est le décret, je dirais, défibrillateur. Donc, c'est-à-dire l'obligation pour les infrastructures sportives de posséder un défibrillateur. Nous avons beaucoup évoqué cette problématique. Beaucoup d'arrêts cardiaques sont à déplorer dans les compétitions sportives. On a encore eu le cas il y a c'était hier en l'occurrence,
aux 20 km de Bruxelles. Et donc, on sait que c'est important que monsieur et madame tout le monde, qu'on incite, c'est un peu nous, notre combat, c'est d'inciter tout le monde à refaire du sport ou à faire du sport, mais que certains ne connaissent pas les difficultés auxquelles ils sont confrontés en termes de malformation cardiaque parfois, en termes d'autres ennuis, je dirais, internes à son corps. Et donc, il faut avoir des matériels pour venir en aide à ces personnes. Donc voilà, en gros, moi, le bilan, maintenant pour comme l'avenir. Oui, et juste... Que proposez-vous? Oui, d'abord, j'aimerais le compléter encore par ce que j'ai fait, non pas dans les travaux parlementaires, mais dans les travaux, je dirais, de députés, homme de terrain à l'écoute de la population. C'est bon, étant donné mes origines, mais je suis très sensibilisé et très, très sollicité par des personnes d'origine d'Afrique subsaharienne. Et donc je suis énormément intervenu dans pas mal de dossiers de régularisation, de naturalisation, de regroupement familial, bien sûr de soutien pour des recherches d'emploi, de guidance, de logement. Donc ça c'est le travail aussi que l'on fait comme député, c'est d'assurer une sorte de permanence. Et donc ça, je suis parvenu à le faire. Et précisément, par rapport à ça, et ça c'est dans mes objectifs du futur, c'est d'être un moteur au sein de mon parti pour faire en sorte que la ligne telle que la Belgique l'a définie actuellement en matière d'asile, d'immigration, de tout ce qui est politique d'étrangers de manière générale, s'adoucissent et redeviennent plus humaines. Parce que avec la ministre Maggie de Bloch, Open VLD, nous avons pour l'instant vraiment une politique tout à fait ferme et inhumaine qui ne tient pas compte de certaines spécificités. Moi, j'ai eu l'occasion d'accueillir à mon bureau au Parlement pas mal de personnes qui présentaient véritablement des arguments qui faisaient en sorte que on devait leur octroyer un permis de séjour, une prolongation de séjour pour des raisons de santé, etc. Mais je vous assure que au niveau de l'administration, des Offices étrangers, on est devenus vraiment comme des machines. Et là, nous, au CDH, on ne tolère pas ça. Donc, je plaiderais vraiment pour que dans... N'est-ce pas une volonté de l'Europe de durcir et de fermer les frontières? Bien sûr qu'il faut, on sait bien qu'il faut régulariser, qu'il faut réguler, pardon, l'arrivée des personnes venues d'en dehors de l'Union européenne. Ça, on est bien conscient de ça, mais je pense qu'il y a une manière de le faire. Et il y a une manière humaine, il y a une approche beaucoup plus humaine. On reste malgré tout une société où on agit quand même pour les citoyens, pour des femmes, pour des hommes, pour des enfants, pour des familles entières. Et donc, quand on agit de la sorte, nous, au CDH, en tout cas, on souhaite que ce genre de politique, même s'il y a, comme vous le dites très bien, une ligne qui peut être définie globalement, mais il y a aussi des cas particuliers qui méritent d'être examinés. Et quand des situations, par exemple, comment dirais-je, de guerre ou de conflit dans des pays ne permettent pas à des gens de rentrer, mais qu'on ne soutienne pas mordicus le contraire, et pour l'instant c'est le cas, pour des raisons de santé aussi, pour des raisons, je dirais, d'ordre social, etc. Je pense qu'il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Alors, indépendamment de cela, si au soir du 25 mai vous êtes élu, quelles seront vos priorités? Quelles seront les premières matières auxquelles vous allez vous attaquer? Alors moi, la première matière, c'est au travers évidemment de mon parti, parce que je ne sais pas si on parlera après du parti, mais bon, moi je m'inscris évidemment dans la ligne du parti. Dans la ligne du parti, et nos combats primordiaux, principaux, bien entendu, c'est faire en sorte que l'emploi soit à nouveau offert de manière... je dirais, plus forte qu'aujourd'hui à l'ensemble des Bruxellois. Alors, pour y arriver, quel levier existe? Tout simplement, nous avons le levier de la formation. Je pense qu'aujourd'hui, on sait qu'on a à Bruxelles un déficit en termes de formation, parfois formation au niveau du qualifiant, parfois connaissance linguistique, tout simplement. Et donc là, nous devons pallier véritablement ce manque parce que Bruxelles est un bassin d'emploi très important, mais paradoxalement, celles et ceux qui viennent travailler viennent des deux autres régions à plus de 50%. Mais Bruxelles connaît également la discrimination, l'embauche. C'est pas seulement la question de la formation, mais la discrimination, l'embauche fait que les Bruxellois
ont difficilement accès à l'emploi. Bien entendu, ça on ne va pas nier qu'il y a une discrimination à l'embauche et que nous devons, et ça a été fait d'ailleurs par le ministre Serex, par la ministre Frémaux, ils ont quand même, lancé des projets pilotes, mais qui ne sont pas toujours fructueux, il faut être clair. Je prends un exemple concret, le CV anonyme. Ça a été essayé, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas parce que même si vous barrez l'identité de la personne, il y a toujours d'autres éléments dans un CV qui permettent de savoir un peu. Donc, c'est plutôt en amont qu'on doit travailler en sensibilisant davantage les patrons d'entreprise. Ici, on parle essentiellement du privé, puisque dans le public, il y a des règles claires qui existent, heureusement d'ailleurs. Et vous savez que les grands employeurs publics quand même, de la région sont très ouverts. Je prends bien entendu la STIB pour commencer. Donc on n'a pas trop de soucis au niveau public, mais c'est plus dans le privé que les difficultés sont présentes. Et donc là, on doit redoubler d'intensité dans les efforts qui doivent être fournis pour lutter contre cette discrimination à l'embauche, discrimination à l'accès au logement aussi. Bon, c'est toujours, ça existe toujours. Mais moi, en ce qui me concerne, en tout cas, il y a effectivement l'emploi, il y a l'éducation plus globalement et une éducation de qualité. Aussi, quand on dit éducation, c'est aussi l'accueil, la petite enfance, la crèche, etc. Il n'y en a pas assez à Bruxelles. Beaucoup de mamans peinent à s'occuper, à aller travailler, à suivre une formation parce qu'elles ne trouvent pas de place d'accueil pour leur bébé. Donc ça, nous devons en créer davantage de places parce que ce boom démographique que connaît Bruxelles, vous savez, en 10 ans à peine, on parle de plus de 150 000 habitants, c'est pas rien. Donc tout ça, ça nécessite que l'on donne des moyens pour l'éducation avec des places d'accueil dans les écoles, qu'on crée des places, etc. Enseignement de qualité, faire en sorte qu'il y ait un nivellement de telle sorte que les écoles qu'on dit poubelles ne soient plus qualifiées de la sorte et puissent accueillir non seulement des enseignants motivés, mais aussi des élèves qui, au terme de leur formation, sont épanouis et sont disposés à soit poursuivre, soit à être sur le marché de l'emploi en étant tout à fait dynamiques. Revaloriser le qualifiant, parce qu'on a parlé tout à l'heure, vous dites il y a de l'emploi, mais il y a beaucoup de discrimination, mais il y a aussi beaucoup d'emplois très qualifiés. Il y a des métiers, menuiserie, plomberie, etc., qui, je trouve, dans une certaine communauté, notamment la nôtre, au niveau Afrique subsaharienne, ça a souvent été décrié ou dénigré plutôt par le passé. Et je trouve qu'on doit ouvrir les yeux et se dire qu'aujourd'hui, nous vivons en Belgique au XXIe siècle. Il y a des possibilités, aussi j'ajouterais les niveaux d'électricité, etc. Il y a beaucoup de jobs bien payés, où il y a du travail, etc. Mais c'est vrai que ça passe par des études dites professionnelles, techniques, tout ce que vous voulez, mais on doit revaloriser ça, on doit considérer que c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance. Moi j'utilise toujours l'expression, s'il s'agit de l'université des mains, c'est quelque chose de très utile, très pratique, et donc ça aussi c'est important, tout comme les métiers du non-marchand, l'étude d'infirmière, tout ce qui est dans le paramédical, les kinés, etc. Il y a beaucoup de demandes au niveau aide-soignante et infirmière, et ça, j'ai envie d'inciter les jeunes à aller vers ça. Alors, projet plus personnel, une plateforme au niveau de l'associatif, un soutien à l'associatif singulièrement, je dirais général, mais singulièrement africain subsaharien. Il y a beaucoup d'associations qui ne savent pas toujours à quelle porte frapper pour obtenir de l'aide, des subsides, des soutiens. Ça part un peu dans tous les sens. Il y a, je trouve, des déséquilibres quand j'analyse les budgets des ministres qui sont consacrés au soutien associatif. Je vois que ça part plus vers une certaine communauté, pour la dire clairement, plutôt l'Afrique du Nord ou la Turquie, alors que au niveau Afrique subsaharienne, comme des choses qui existent, mais qui doivent être peut-être davantage structurées. Donc ça, c'est important de se dire, tiens, on va, avec l'associatif en tout cas, on va leur proposer de former véritablement une plateforme, une sorte de, comment on appelle ça, de guichet d'entrée pour d'autres associations, pour pouvoir davantage comprendre un peu les rouages, parce que c'est complexe, hein. Vous savez, il y a énormément de niveaux de pouvoir. Rien qu'à Bruxelles, vous avez la communauté française, la communauté flamande, la région, vous avez la COCO, vous avez la VGC, etc. C'est très complexe. Comment s'y retrouver dans ce labyrinthe? Alors ça, pour ça, je pense, c'est notre rôle, nous, comme députés, puisqu'on est présent en général dans tous ces niveaux de pouvoir, de guider. J'oublie même les communes, parce qu'il y a aussi, bien sûr, les communes qui restent très importantes.
Ça, c'est un projet. Deuxième, je dirais, priorité, c'est tout ce qui concerne les politiques de jeunesse. J'ai parlé tout à l'heure d'éducation, mais il y a aussi tout ce qui est l'après, je dirais, formation classique, c'est-à-dire la scolarité obligatoire. Il y a les parcours de post-formation. Là aussi, ça demande vraiment beaucoup de soutien. Parfois, ça passe par l'associatif, mais parfois, c'est important que ça puisse aussi, les pouvoirs publics puissent aussi accorder beaucoup de moyens à cela pour remettre les jeunes dans le droit chemin, en tout cas vers l'émancipation, l'emploi. Et pourquoi l'électeur doit-il voter pour vous? Pourquoi doit-il choisir la liste numéro 14? De un, la liste numéro 14 CDH, parce que le CDH, c'est vraiment le parti qui, à Bruxelles, est au-dessus de ces clivages gauche-droite qui n'aboutissent en général à rien. Nous proposons un modèle de société où tout le monde, belgo-belge, étrangers d'origine, se sentent bien, épanouis, avec des leviers qui peuvent proposés à tous les échelons de parcours de vie. J'en ai parlé tout à l'heure, l'éducation, la formation, le travail, sans discrimination, avec aussi un modèle où on prône vraiment la responsabilisation du citoyen, où on veut vraiment que le citoyen ait les outils pour se prendre véritablement en charge et ne pas passivement attendre que les choses bougent. Bien sûr, on n'exclut pas les personnes qui sont dans la difficulté réelle, celles-là, on sera toujours à leur côté, mais d'autre part, on doit vraiment créer cette émulation dans l'effort. Et dernière chose aussi, bien entendu, ce vivre ensemble qui nous est cher et qui se traduit aussi, je pense, par justement une représentativité dans différents niveaux de pouvoir, dans les communes et dans les parlements, ce qui n'est pas le cas dans d'autres formations politiques. Alors, par rapport à mon projet, disons que simplement, j'aimerais dire que certains m'avaient qualifié d'attrape-voix potentiel. Je pense que j'ai été plus que ça. Il suffit d'aller sur mon site internet, sur mes pages Facebook, etc. pour voir l'ensemble de tout ce que de mon travail, de mon bilan. J'ai travaillé énormément. J'ai travaillé dans les parlements. J'ai travaillé en recevant des citoyens ici. Je pense que c'est la preuve que je mérite vraiment d'être soutenu pour continuer ce travail avec l'expérience qui est déjà la mienne. Je ne partirai plus de zéro. Et donc, je pense vraiment que la liste 14 CDH, le numéro 71 à la région, Pierre Miguicha, c'est un choix qui sera payant. Merci, Monsieur Miguicha. Vous l'avez dit, le vivre ensemble, il le faut pour qu'on puisse évoluer ensemble. Voilà qui met fin à notre entretien. Pierre Miguicha, 71e à la région, sur la liste 14 CDH.